3875. Sundance 518, traversée 24 gauche, Contactez sol, fréquence décimale 65. 1er février 1991, aéroport international de Los Angeles. 246, cap 270, contactez Los Angeles départ. USR 1493, autorisé à atterrir 24 gauche. Autorisé à atterrir, 24 gauche, 1493. À 240 km/h, le vol USR 1493 opère sa descente vers la piste 24 gauche. Bon sang! J'ai montré l'avion en criant « L'USR vient de s'écraser ». Il était entouré de flammes. Pourtant, l'ampleur réelle de la tragédie dépasse tout ce que les témoins peuvent imaginer. Dans un des aéroports les plus fréquentés du monde, un Boeing 737 a explosé à l'atterrissage. On était en 1991. C'était une des premières nuits de la première guerre du Golfe. Et on s'est tout de suite dit qu'une bombe venait d'exploser à bord de cet avion. Tandis que les pompiers maîtrisent le sinistre, les sauveteurs cherchent des survivants. Environ 5 minutes après le crash, on a reçu un appel des sauveteurs. Ils viennent de faire une découverte qui oblige tout le monde à revoir en détail ce qui s'est passé au cours du dernier quart d'heure. Le vol USR 1493 approche de l'aéroport international de Los Angeles. Baptisé LAX, il s'agit d'une plateforme de correspondance pour les voyageurs internationaux. Confirmez que la piste pour approche visuelle du USR 1493 est la 24 gauche. Affirme USR 1493. Pour l'approche, le commandant de bord Colin Shaw s'occupe des communications. Et l'OPL, l'officier pilote de ligne David Kelly, est aux commandes. Avec seulement 89 passagers à bord, l'avion est loin d'être rempli. Je suis allé à Columbus, dans l'Ohio, pour affaires. Après mes rendez-vous, je suis allé à l'aéroport et j'ai pris un vol USR direct pour Los Angeles. Je m'attendais à passer une très bonne fin de semaine. USR 1493, expédiez la descente à travers 4000 pieds en fonction de vos besoins. Un trafic au-dessus de vous par le sud. Au moment où le 737 arrive à Los Angeles, le contrôleur d'approche demande aux pilotes de descendre rapidement tout en se tenant à distance d'un appareil qui doit les survoler. D'accord, expédions à travers 4000 pieds USR 1493. Se poser à LAX relève parfois du parcours du combattant pour les pilotes. L'espace aérien autour de l'aéroport étant souvent très encombré. En moyenne, un avion arrive ou part toutes les 50 secondes. Servant à la fois au décollage et aux atterrissages, chacune des 4 pistes est coupée en plusieurs dizaines d'endroits par des taxiways. L'aéroport peut donc se transformer en une succession labyrinthique d'arrêts et de roulages en fonction des instructions transmises par les aiguilleurs du ciel. Tu es à la gauche en visuel? Oui. On a passé les 4000. USR 1493, merci de votre aide. Contactez Los Angeles Tour 133 décimale 9. Bonne nuit. Bonne nuit. Sur le train? Bien, le pilote automatique est débranché? Oui. À 12 étages au-dessus du sol, les contrôleurs tours ont une vue imprenable sur le trafic entrant et sortant.
On était bien occupés ce soir-là. Il y avait beaucoup d'avions à l'arrivée et au départ, mais c'était une journée comme les autres. Elliot Brand est chargé de délivrer les autorisations de contrôle. La tâche principale du contrôleur prévol consiste à valider les routes et les plans de vol des pilotes au fur et à mesure qu'ils sortent de l'ordinateur. Il obtient un strip, une bande de papier sur laquelle figure l'indicatif, le type d'avion, la route, etc. Il valide l'autorisation et il remet le strip au contrôleur suivant. Il transmet ses renseignements à 4 collègues. 2 contrôleurs sol, qui gèrent les avions se trouvant entre la porte d'embarquement et les pistes, et 2 contrôleurs loc, responsables des atterrissages et des décollages. Ce soir-là, Robin Washer, un des 2 contrôleurs loc, s'occupe des 2 pistes nord, la 24 gauche et la 24 droite. Elle utilise les strips pour assurer le suivi des vols partants et arrivants. USR 23, point d'arrêt, piste 24 gauche. Point d'arrêt, piste 24 gauche, USR 23. 246, vous maintenez toujours avant 47? 246 affirme. Vous êtes les prochains. SkyWest 569, maintenez avant le point d'arrêt, piste 24 gauche. Maintenons position. Le vol USR 1493 est à 13 km de LAX. Les pilotes préparent l'avion pour l'atterrissage. Aérofrein. Je bosse encore un peu. Bon. Volet 1. Volet. Le commandant contacte la tour pour recevoir ses instructions en vue de l'atterrissage. USR 1493, c'est parti. Wings West 5006, sol, tour. Robin Washer s'occupe d'autres avions. Et elle ne répond pas à l'appel. SkyWest 569, maintenez au point d'arrêt 24 gauche, un trafic traversera la piste devant vous. 24 gauche, maintenant au point d'arrêt, SkyWest 569. Wings West 5006, tour. Contactez approche 124,5. 30. Voyant vert. Aérofrein. Sortie. Train, volet, on n'attend plus que l'autorisation d'atterrissage. À seulement 6 km de l'aéroport, l'avion d'USR n'est toujours pas autorisé à atterrir. Sundance 518, traversée piste 24 gauche. Contactez sol, décimale 65, piste dégagée. Bonne nuit. Colin Shaw contacte la tour pour la 2e fois en moins d'1 minute pour recevoir l'autorisation de se poser. USR 1493 pour la 24 gauche. 246, cap 270, contactez Los Angeles départ. Bonne nuit. Mais elle se concentre toujours sur d'autres avions. Passons 1000 pieds. Le vol 1493 n'est plus qu'à 1 minute de la piste. C'est ce que les pilotes appellent une courte finale. Parfois, quand il y a d'autres priorités, il arrive qu'un avion ne reçoive son autorisation d'atterrissage qu'en courte finale. USR 1493, autorisé à atterrir, piste 24 gauche. Autorisé à atterrir, 24 gauche, 1493. Ça se présente bien. Passons 500 pieds. Bon sang! Le 737 a tout juste posé ses roues sur le sol, qu'il est enveloppé par les flammes.
J'ai vu l'avion d'US Air se poser. Après avoir roulé sur un tiers de la piste à hauteur du taxiway 45, il était en flammes. Le chef de salle est passé à côté de moi en courant pour se jeter sur le téléphone d'alerte et prévenir les secours. À bord, c'est la panique. On a eu la sensation d'un écrasement énorme. Une pluie d'étincelles extraordinaire est passée devant mon hublot. Mon Dieu. Rosa Reynoso est officier de police en civil affecté à l'aéroport. On a vu l'avion en flammes. Mon collègue et moi, on était à 450 mètres. Alerte 33, 24 gauche. Affirmatif, alerte 33. Au départ, ça nous a fait très peur. C'était le chaos. Et je me souviens m'être dit, Seigneur, faites que quelques-uns s'en sortent, que les pompiers arrivent, que quelqu'un arrive, parce que ça a l'air grave. Dans la tour, le personnel n'a pas le temps de se demander ce qui s'est passé, car d'autres avions se présentent et il faut les faire atterrir en toute sécurité. Wings West 5212. Vent du 240 à 8 nœuds. Autorisé à atterrir piste 24 droite. Soyez prudents. Un avion en flammes vient de sortir de la piste. La cabine du 737 se remplit d'une fumée toxique. Certains passagers se dirigent rapidement vers une des portes arrière. Je suis remonté sur 7 ou 8 rangées de sièges et je me suis retrouvé derrière un groupe de passagers debout et bloqués dans le couloir. Je me suis dit qu'il devait y avoir une issue à l'avant de l'avion qui avait dû permettre à toute cette fumée d'entrer dans la carlingue aussi rapidement. Donc je me suis précipité en direction du poste de pilotage. L'incendie faisait rage des deux côtés de l'avion. À ce moment-là, je me suis dit que je n'allais jamais pouvoir sortir de là et que j'étais prisonnier. Certains ont pu sortir de l'enfer des flammes. Rosa Reynoso est la première à arriver sur les lieux. Le feu faisait rage et il nous a presque roussis. Elle doit agir rapidement pour éloigner les survivants des débris incandescents. Les passagers essayaient de sortir de l'avion par les sorties de secours. Le problème, c'est qu'elles étaient cernées par les flammes. Du coup, certaines personnes qui étaient indemnes ont sauté de l'avion et sont tombées dans le feu. Les secours arrivent en quelques minutes. La plupart des gens sortent par là. Certains brûlaient. D'autres avaient des éraflures, des coupures. D'autres encore s'étaient cassé une jambe. C'était vraiment traumatisant. On intervient en sachant qu'on doit tout faire pour essayer de sauver des gens. David Koch, lui, est toujours à l'intérieur. Soudain, j'ai vu de la lumière à travers une fissure. Mon Dieu, c'était un miracle. Quand la fissure s'est ouverte, j'ai compris que j'avais ouvert la porte de la cuisine de bord. Mais il se heurte à un nouvel obstacle. Il n'arrive même pas à voir le sol à cause de la fumée et des flammes. Je me suis dit, tant pis. Et j'ai sauté. Je me suis retrouvé par terre et je me suis éloigné de l'avion à quatre pattes. J'éprouvais un sentiment très fort de culpabilité. Pourquoi est-ce que je n'étais pas retourné à l'intérieur pour dire aux autres de me suivre ? Mais je pense que si j'étais rentré dans la cabine, j'aurais perdu connaissance. Je serais tombé par terre et je serais mort. C'est comme ça que j'ai pu accepter le fait que j'étais sorti sans aider personne. En cherchant des survivants, les pompiers font une découverte incroyable. Ici Secours 1. Il y a une hélice dans les décombres.
Les conséquences de cette trouvaille sont terribles. Il y a 2 avions. Dès qu'on l'a appris, on a tout de suite cherché quel avion était manquant, si tant est qu'il y en avait un. On a regardé les strips de ceux qui étaient partis, puis de ceux qui devaient partir, et on a appelé le contrôleur radar pour savoir quels avions avaient été contactés au cours des 5 à 6 dernières minutes. Et SkyWest 569? Non, on l'a pas eu. SkyWest 569, maintenez au point d'arrêt 24 gauche. 24 gauche, maintenant point d'arrêt, SkyWest 569. Le personnel retrouve la trace de tous les avions, sauf celle d'un Metroliner de l'avionneur Fairchild à destination de Palmdale en Californie, le vol SkyWest 569. Les services de secours découvrent des morceaux du petit appareil éparpillés sur la piste 24 gauche. Il y avait 12 personnes à bord, aucune n'a survécu. Ce qui reste du petit avion est écrasé entre le 737 et un bâtiment abandonné qui borde la piste. La première chose que je me suis dite, c'est qu'il y avait des gens dessous, mais qu'on ne s'en est même pas rendu compte. Et il y a aussi des victimes à bord du 737. 20 personnes sont mortes et 2 succomberont plus tard à leurs blessures. Le copilote David Kelly a survécu, mais pas le commandant de bord Colin Shaw. Cette tragédie place LAX sous les feux des médias. D'après les pilotes américains, les pistes des États-Unis sont les zones les plus dangereuses d'un vol. Au cours des années qui ont précédé ce drame, la multiplication du nombre d'avions a commencé à inquiéter les autorités de l'aéroport de Los Angeles. Le pire endroit, l'aéroport international de Los Angeles. 33 quasi-collisions au cours des 4 dernières années, soit une tous les mois et demi. Cet accident confirme qu'il faut effectivement traiter les problèmes de sécurité. Le NTSB, l'homologue américain du Bureau d'enquête et analyse, envoie une équipe sur les lieux. C'était une vision horrible. L'avant de l'avion, du côté du siège du commandant de bord, était écrasé contre le bâtiment. Et en y regardant de plus près, on a vu les morceaux d'un autre avion en dessous. Les enquêteurs constatent que les 2 appareils se sont percutés à une intersection sur la piste 24 gauche. Le scénario de l'accident était le suivant. 2 avions s'étaient retrouvés sur la même piste au même moment. Cette piste était utilisée, ce qui ne doit évidemment jamais arriver une fois qu'une autorisation d'atterrissage a été donnée. Réduire les risques de collision sur les pistes américaines est un des rôles du NTSB. Les incursions sur piste figuraient sur notre liste de priorités de l'année 1990. C'était une des grandes sources d'inquiétude en transport aérien. Une incursion se produit quand un élément qui n'a rien à y faire se trouve sur une piste qui est sur le point d'être utilisée pour un décollage ou un atterrissage. Certains des pires accidents ont eu lieu au sol. Ainsi, en mars 1977, sur l'île de Tenerife, 583 personnes ont trouvé la mort lorsque 2 Boeing 747 se sont percutés sur une piste. En janvier 1990, un Beechcraft King Air 100 a été touché par un 727 qui se posait à Atlanta. Plus tard, la même année à Détroit, un autre Boeing 727 est entré en collision avec un DC-9 à bord duquel se trouvaient 44 personnes. Les incursions sur piste ont lieu en raison d'une défaillance du système existant. Il s'est forcément passé quelque chose. Le scénario d'une catastrophe de ce genre contient toujours soit un non-respect d'une directive, soit une faute d'inattention. Quel avion était autorisé pour la 24 gauche? Les enquêteurs doivent comprendre pourquoi 2 avions se trouvaient sur la même piste au même moment. Un de nos principaux objectifs consistait à découvrir immédiatement quelle erreur avait été commise pour en arriver là. Une partie de la réponse se trouve peut-être dans l'épave. Mais 24 heures après le drame, l'enquête est quasiment au point mort.
car il y a trop de kérosène à bord du 737. Fouiller la carcasse est trop dangereux. Il y avait quelque chose comme 3 tonnes de carburant à bord de l'avion. Il y en a pour combien de temps? Donc le samedi, il a fallu purger tout ce kérosène. C'est une opération très lente, qui a pris presque toute la journée. Et c'est seulement à ce moment-là que les pompiers ont considéré que l'endroit ne présentait plus de risque. En raison des débris qui jonchent les pistes, LAX ne tourne qu'à 50% de sa capacité. 2 des 4 pistes étant fermées, le trafic aérien est perturbé. Une fois autorisée à s'approcher de l'épave, l'équipe du NTSB doit travailler à toute vitesse. Elle doit rassembler tous les renseignements dont elle a besoin pour que l'aéroport puisse rouvrir. L'enquête a un double objectif. Comprendre ce qui a provoqué la collision et découvrir pourquoi tant de passagers ont péri, prisonniers dans l'avion en flammes. On ne savait pas trop ce qui s'était passé, on n'avait pas d'enregistrement vidéo. Mais on savait qu'il y avait eu des altercations entre certains passagers lors de l'évacuation. Pire encore, une des portes de secours s'est retrouvée à l'intérieur de l'avion et a partiellement bloqué l'évacuation. Si vous suivez les instructions des fiches, il est indiqué qu'il faut éjecter la porte vers l'extérieur. Et ça ne s'était pas passé comme ça. Si bien que l'ouverture située au-dessus de l'aile droite avait été en partie obstruée par la porte. Le NTSB en conclut que cette configuration a empêché l'évacuation d'un certain nombre de passagers. En conséquence, ils ont été terrassés par la fumée toxique qui a rempli la cabine. Pendant que certains enquêteurs analysent les débris sur les lieux de l'accident, d'autres s'intéressent aux contrôleurs aériens. Tout d'abord, on a examiné les transmissions, puis les procédures internes et leur application. Et enfin, on a cherché à savoir si elles avaient été respectées. Pour en apprendre plus, les enquêteurs saisissent les bandes audio des échanges entre la tour et les avions. Ils veulent savoir quelles instructions ont été communiquées aux pilotes dans les instants qui ont précédé l'accident et ce que les équipages se sont dit à ce moment-là. Ont-ils suivi les indications? Les enregistreurs phoniques devraient répondre à cette question. Mais Bob McIntosh reçoit une mauvaise nouvelle concernant le Metroliner. Pas d'enregistreur phonique? Super. En examinant l'équipement embarqué, on a constaté que le vol SkyWest 569 n'était pas équipé d'enregistreur phonique. Pour nous, ça a été une déception. À l'époque, les avions de transport régionaux n'étaient pas forcément équipés de cette boîte noire. Cela signifie que les seules conversations disponibles sont celles enregistrées lors des échanges entre le vol SkyWest 569 et l'aiguilleuse du ciel. 24 gauche, maintenant au point d'arrêt SkyWest 569. Les 2 occupants du poste de pilotage s'étaient parlé et ils avaient écouté les indications données par le contrôle aérien. Mais ces éléments importants étaient irrémédiablement perdus. À l'aide des bandes récupérées dans la tour de contrôle et dans l'enregistreur phonique, les enquêteurs essaient de déduire lequel des 2 avions avait effectivement le droit d'emprunter la piste 24 gauche. Ce qu'ils vont découvrir va soulever des questions alarmantes quant à la sécurité des passagers passant par LAX. 246, vous maintenez toujours avant 47? Les enquêteurs se concentrent sur les échanges radio entre Robin Washer et les 2 appareils accidentés, en commençant par le plus petit des 2. 23 roulé. Quelques minutes avant la collision, les pilotes du Metroliner attendent la permission de décoller. SkyWest 569, maintenez au point d'arrêt 24 gauche, un trafic traversera la piste devant vous. On a utilisé les enregistrements pour avoir la même vision des choses qu'un contrôleur LOC, qui devait savoir où étaient les avions sur la piste.
Les pilotes du Metroliner de SkyWest s'engagent sur la piste et s'arrêtent à l'intersection 45. Ils ont pour consigne d'attendre qu'un autre avion traverse la piste devant eux. 24 gauche, maintenant au point d'arrêt, SkyWest 569. Bien, arrêtez la bande. Grâce à l'enregistrement de la tour de contrôle, le NTSB constate que l'équipage du Metroliner a suivi à la lettre toutes les instructions qu'il a reçues. C'est bon, continuons. Il faut donc chercher ailleurs le responsable de l'accident. Les enquêteurs continuent d'écouter la bande. Ils examinent les échanges entre Robin Washer et le vol USR. USR 1493 pour la 24 gauche. USR 1493 autorisé à atterrir piste 24 gauche. L'USR 1493 a été autorisé à se poser sur la 24 gauche au moment où le SkyWest 569 attendait sur cette même piste. Autorisé à atterrir 24 gauche 1493. Le vol SkyWest 569 est à l'intersection 45. Depuis combien de temps? 1 minute, 7 secondes. Les enregistrements de la tour révèlent que Robin Washer a ordonné aux deux appareils d'utiliser la piste 24 gauche simultanément. Contactez sol, fréquence décimale 65. Bon sang! En examinant les enregistrements, on a essayé de se mettre à la place de la contrôleuse. Qu'avait-elle vu? Qu'avait-elle entendu? Qu'avait-elle fait? Pour le savoir, les enquêteurs s'intéressent aux autres avions dont Robin Washer avait la charge. Wings West 5006, traversée piste 24 gauche. Ils constatent que juste avant la collision, elle a commencé à perdre le fil de certains vols. Ça s'adresse à Philippines 102? Non, attendez au point d'arrêt. Wings West 5006 traversée piste 24 gauche. Le vol Wings West 5006 se trouvait sur le côté nord de la 24 gauche et il voulait traverser pour passer côté sud. Wings West 5006 sol, tour. Mais quand la contrôleuse a été prête à le faire traverser, l'équipage n'a pas répondu. Robin Washer consacre alors près d'1 minute à rétablir le contact radio avec cet avion. Je peux écouter le reste? Wings West 5006, on a encore changé de fréquence radio, désolé. L'équipage a annoncé qu'il avait changé de fréquence par inadvertance. 5006, comment on se retrouve? On ne voulait pas changer de fréquence, mais on est là maintenant. Et cela a accaparé l'attention de la contrôleuse. Je croyais vous avoir perdu. Désolé, on croyait aussi vous avoir perdu. C'est pas grave. Mais les enquêteurs découvrent que ce n'est pas le seul vol sur lequel l'aiguilleuse se focalise à ce moment-là. Tour, Wings West 5072, prêt au départ. Wings West 5072? Alors que le vol USR 1493 est à moins d'1 minute d'atterrir, Robin Washer reçoit l'appel d'un autre avion de Wings West, le 5072. Quand le vol 5072 a signalé qu'il était prêt à partir, elle n'a manifestement pas compris de qui il s'agissait. Vous êtes en 47 ou vous utilisez toute la piste? Toute la piste. Patientez au point d'attente. Compris, point d'attente. Les enquêteurs interrogent Robin Washer. Je ne trouvais pas le strip. Ils espèrent découvrir pourquoi elle n'a pas reconnu un des vols dont elle devait s'occuper. Donc j'ai demandé l'aide de ma chef de salle. Francita? Où est le strip du Wings West 5072? Elle explique que pendant que les pilotes du Metroliner attendaient sur la piste de recevoir l'autorisation de décoller, elle cherchait le strip d'un autre vol.
Mais le temps qu'elle reprenne le fil des événements, le vol USR 1493 s'était abattu sur le Fairchild. Les enquêteurs du NTSB savent désormais qu'une erreur humaine a joué un rôle clé dans le drame de LAX. Quand elle a donné son autorisation au vol USR pour se poser, Robin Washer avait tout simplement oublié le Fairchild qui était en attente sur la piste. C'est le genre de situation qu'aucun contrôleur ne veut vivre. On s'entraîne pendant toute notre carrière pour que ça n'arrive pas, et il est impossible de décrire ce qu'on ressent quand ça se produit. N'importe qui peut se retrouver dans une telle situation, parce que nous sommes des humains. Depuis le soir de l'accident, Robin Washer n'a plus jamais retravaillé comme contrôleuse aérienne. Pourtant, les enquêteurs pressentent qu'il y a d'autres causes à cet accident, que l'erreur, si tragique soit-elle, d'un seul individu. À chaque fois qu'on mène une enquête, on n'a aucun mal à désigner un responsable. Mais ce qu'il faut faire, c'est se demander pourquoi un tel drame est arrivé et ce qu'on peut faire pour éviter qu'il se reproduise. Et des éléments de réponse apparaissent au fur et à mesure que le NTSB analyse le quotidien de la tour de contrôle au cours des semaines précédentes. En fait, on ignore qu'on a un problème jusqu'au jour où il se produit. 7 mois plus tôt, une collision avait déjà été évitée de justesse. Un DC-10 qui atterrissait était passé juste au-dessus d'un Airbus qui attendait sur la piste de pouvoir s'envoler. LAX a toujours eu la réputation d'être l'aéroport américain où il y avait le plus d'incursions sur piste. Et il était plus que temps de faire des changements. Les contrôleurs aériens de LAX fournissent des documents montrant que juste après cette alerte, ils avaient signalé à leur hiérarchie un sous-effectif dans la tour de contrôle. Ils expliquaient aussi que le terrain autour de la piste nord n'était pas visible, la vue étant bouchée par un projecteur. On est monté dans la tour en prenant l'escalier et on a demandé aux aiguilleurs du ciel de nous laisser leur place pour regarder par la fenêtre. Le panorama qui se présentait à eux était effectivement obstrué. Il y avait un projecteur dont la lumière vive éclairait l'aire de stationnement. Robin Washer n'a peut-être tout simplement pas vu le Metroliner de SkyWest qui attendait dehors. Les enquêteurs examinent ensuite les autres outils qu'elle avait à sa disposition pour le repérer. Le radar sol sert généralement pendant les périodes où la visibilité est faible. C'est un outil grâce auquel le contrôleur LOC, s'il décide de l'utiliser, peut s'assurer grâce à l'écran qu'un avion se trouve bel et bien là où il dit être. Le radar sol fait apparaître tous les avions et tous les véhicules se trouvant dans l'enceinte de l'aéroport. Mais le soir de l'accident, cet appareil ne fonctionnait pas. Vous êtes avant le point d'arrêt? Oui, c'est ça. Tantôt le radar fonctionnait, tantôt il ne fonctionnait pas. Il donnait du fil à retordre à l'encadrement. Comme ce système n'était pas très fiable, on avait déposé une réclamation pour qu'il soit réparé et amélioré dès que possible. Les enquêteurs découvrent que 4 jours seulement avant l'accident, la direction de LAX avait demandé officiellement à la FAA, l'aviation civile américaine, de faire du radar sol sa plus haute priorité. Certains mécanismes d'entraînement du radar, des pièces et des engrenages cylindriques, devaient retourner à l'atelier pour être refaits. Ils devaient y retourner tellement ils s'usaient vite pour assurer la rotation de l'antenne. En se penchant sur ce problème spécifique, on a découvert que Los Angeles avait été désigné pour recevoir un radar neuf en 1988. Malheureusement, sa construction avait pris du retard et au moment de l'accident, personne ne savait quand ce nouvel appareil serait installé. Le radar sol étant inutilisable et la vue étant bouchée par la lumière aveuglante,
Robin Washer n'avait que peu de chances de se rendre compte de son erreur. Les enquêteurs s'intéressent ensuite au poste de pilotage du 737 du SR, car ils se demandent pourquoi les deux hommes qui s'y trouvaient n'ont pas vu le Metroliner et interrompu l'atterrissage. La plupart des pilotes reconnaissent qu'il est de leur ressort d'examiner la piste et de voir s'il y a un obstacle avant de se poser. Comme tous les avions, le Metroliner est équipé de lumières pour être bien visible de nuit. Il y a des feux à éclat au bout des ailes et de la queue, des feux de navigation sur les ailes et un feu anti-collision au sommet de l'empennage vertical. On s'est intéressé aux lumières de l'avion de SkyWest. Les consignes d'utilisation de la compagnie figurant dans le manuel d'exploitation de vol prévoyaient l'allumage des feux à éclat uniquement après réception de l'autorisation de décollage. Aucun autre n'était exigé? Bien, merci. Le Metroliner n'ayant pas encore été autorisé à décoller, les seules lumières qui étaient allumées devaient être les feux de navigation des ailes et de la queue et le feu anti-collision de l'empennage vertical. Avec un hélicoptère, les enquêteurs du NTSB se mettent à la place des pilotes du vol USR 1493 lors de l'approche vers la piste 24 gauche. On a refait l'approche finale en essayant de reproduire les conditions d'obscurité telles qu'elles avaient dû être. Ils font s'installer un Metroliner à l'endroit où a eu lieu la collision. Je vous assure qu'on n'a pas vu cet appareil qui se trouvait entre les positions 45 et 47. Il était invisible. Ça se présente bien. L'enquête établit que les feux du Metroliner avaient la même couleur et la même luminosité que le balisage de la piste. Pour l'équipage du vol USR, le petit avion était donc invisible. Passons 500 pieds. Le feu anti-collision en particulier était noyé dans une mer de points lumineux. Dans son rapport final, le NTSB désigne l'erreur humaine comme une des causes de l'accident. Notre métier consiste à déterminer l'origine d'un événement. On appelle ça une cause ou un facteur déterminant. Et notre tâche s'arrête lorsqu'on arrive à empêcher un autre accident de même nature. Et empêcher que d'autres incidents similaires ne se produisent à LAX s'annonce comme un défi encore plus difficile à relever que ce que les enquêteurs redoutent. La collision du 1er février inquiète tout particulièrement les usagers du transport aérien. Elle semble sous-entendre que les contrôleurs sont incapables de gérer en toute sécurité un trafic de plus en plus important. Et si le rapport du NTSB souligne l'incapacité de Robin Washer à s'occuper des vols qui étaient sous sa responsabilité, il précise cependant que ça n'est qu'une des causes du drame. En effet, le rapport accuse aussi le système défaillant des installations du contrôle aérien. Au cours des mois et des années qui suivent, les équipements de suivi des avions sont améliorés pour assurer un maximum de sécurité. L'ancien radar-sol est enfin remplacé par un modèle plus récent. Aujourd'hui, la tour de Los Angeles dispose du dernier cri. Pour chaque avion qui arrive ou qui s'en va et qui roule sur un taxiway, on a un indicatif et on connaît le type de l'appareil pour identifier à coup sûr tous les avions n'importe quand. De nouvelles procédures d'utilisation des strips sont également mises en place. Les contrôleurs sol les organisent avant qu'ils soient remis à leurs collègues LOC. L'intervention d'une deuxième personne permet de réduire la charge de travail de ces derniers. 5 ans après l'accident, une nouvelle tour de contrôle est construite. Elle culmine à l'équivalent de 16 étages au-dessus de la première. Elle est 3 fois plus vaste et elle offre aux contrôleurs un panorama totalement dégagé. De nouvelles régulations concernant les feux des avions sont également instaurées.
Les pilotes sont désormais dans l'obligation de tous les allumer avant de s'engager sur une piste. Pourtant, malgré toutes ces mesures, le nombre d'incursions sur piste à LAX ne cesse d'augmenter. Au cours des années 1990 et même depuis l'an 2000, on peut dire que c'est resté un événement courant. LAX était certainement un des pires aéroports américains dans ce domaine. 10 ans après l'accident, il s'y produisait davantage d'incursions graves que dans tous les autres aéroports des États-Unis. Les incursions sur piste se comptaient par dizaines et des cas graves se déroulaient presque tous les ans. En fait, en 2007, il y a eu 21 incursions. Pour mettre un terme une bonne fois pour toutes au problème, la FAA étudie un nouveau système de balises de piste pour maintenir les avions au sol à distance les uns des autres. Le système de balises d'utilisation de piste se compose d'un ensemble de signaux lumineux d'accès de piste qui se trouvent sur les taxiways et de feux d'attente et décollage qui sont sur la piste proprement dite. Ce système entièrement automatisé se compose d'ampoules rouges encastrées dans le sol qui avertissent les pilotes en cas de problème de circulation. Les balises de piste rouge indiquent aux pilotes et aux conducteurs d'engins qu'il est dangereux de traverser ou d'utiliser telle ou telle piste. Si elles sont allumées, c'est parce qu'un avion va s'y poser ou en partir. Bref, parce que la piste est utilisée. Ce système semble être un des plus efficaces pour éviter les incursions, surtout les plus graves. En avril 2009, cette technologie a été installée à LAX. Des prototypes du même système équipent également les aéroports de Dallas-Fort Worth et de San Diego. À partir de 2011, ce balisage fera partie intégrante de dizaines d'installations aéroportuaires à travers les États-Unis. Le matériel actuel est nettement plus performant que celui de 1991. Il a été amélioré, il est bien plus fiable, et il donne aux contrôleurs les outils dont ils ont besoin pour s'assurer que les pistes sont dégagées et pour faire se déplacer les avions. Même si cette nouvelle technologie ne garantit pas la sécurité à 100%, les améliorations des installations ont permis à LAX de regagner la confiance du grand public, y compris parmi les survivants du vol USR 1493. J'ai passé plusieurs jours en soins intensifs. J'ai fait des cauchemars pendant longtemps après ma sortie de l'hôpital. Mais aujourd'hui, tout va bien. Prendre l'avion ne me pose plus aucun problème. Et j'ai toute confiance en notre système de transport aérien.